la parole à Marie-Laure Griffaton, donc comme le slide ne l'indique pas. Voilà, mais ça c'est pas très grave. Voilà. Donc Marie-Laure, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la directrice scientifique du Musée de l'air et de l'espace, donc au Bourget. Et donc Marie-Laure va nous parler un peu du rôle du Musée de l'air et de l'espace par rapport au réseau des musées aéronautiques en France. Voilà. La parole est à toi. Voilà. Merci. D'abord, bonjour à tout le monde. J'ai grand plaisir à vous rencontrer ou vous retrouver, puisque beaucoup d'entre vous sont des partenaires très réguliers du Musée de l'air, et on verra un peu dans l'exposé pourquoi. Donc, c'est très précieux de vous rencontrer, et bien sûr, je pourrai répondre à vos questions. Voilà, alors juste, je suppose que l'immense majorité d'entre vous, vous connaissez, vous avez au moins une fois visité le musée, peut-être pas toujours récemment. Donc juste quelques petits rappels. Le musée de l'air et de l'espace est un musée un peu plus que centenaire. Ça, c'est une immense chance pour nous, puisqu'il est presque aussi ancien que l'histoire de l'aviation. Il parle aussi, bien sûr, d'aérostation. Et à ce titre, il conserve, pour la partie pionnier, notamment des objets absolument majeurs du patrimoine aéronautique mondial. Pour la partie pionnier, c'est sans doute le musée le plus riche, ou un des musées les plus riches au monde, avec la partie aérostation, tous les pionniers, la nacelle de la France, toute une série d'avions, la demoiselle de Santos-Dumont, enfin on pourra en parler, d'énormément d'objets absolument majeurs, pardon. C'est un musée qui a été créé sous l'égide d'Albert Cacot, qui était au début plutôt un conservatoire de l'aéronautique, mais qui a eu vraiment à cœur de protéger depuis le début tout le patrimoine. Et dans un premier temps, alors à part une toute petite phase où il était à Issy-les-Moulineaux, abrité chez les frères voisins, mais vraiment une phase très temporaire. Ensuite, il est arrivé à Chalais-Meudon, sur le site que vous connaissez sans doute du hangar Y, qui était aussi le site de l'abri et de la construction de la nacelle de la France, première aéronef dirigeable au monde, 1884. Donc, site prestigieux, mais qui, en fait, alors il y a eu à une époque un transfert de ce musée, au moins la partie publique, temporairement, d'ailleurs, tout près d'ici, puisque c'est sur le site actuel du ministère à Ballard, dans la Cité de l'Air. Malheureusement, ça a été bombardé au moment de la guerre en 1940. Et fort heureusement, l'immense majorité des collections étaient restées dans les réserves de Chalais-Meudon. Chalais-Meudon va rouvrir dans les années 60, je fais très vite évidemment. Et puis, à la fin des années 70-80, à partir du moment où l'activité de l'aéroport du Bourget va baisser, l'activité commerciale de ligne au profit de Roissy, il va être décidé de transférer ce musée au Bourget. Alors, dans l'aérogare de 1937, premier aérogare de Paris, un bâtiment absolument sublime qui est une grande force, donc on a la chance d'être sur cet aérogare. Et avec un premier point qui est à souligner, c'est que juste après la guerre, quand le musée commence à dire, écoutez, on est un petit peu à l'étroit, on voudrait déménager, une personne du ministère que je ne citerai pas par égard pour elle, considérait que, pardon, que, je viens un peu parce que, pardon, merci. Elle considérait que le musée pouvait tout à fait se contenter des avions à échelle 1 qu'il avait déjà dans ses collections, qui étaient évidemment à l'époque des avions relativement petits. Les avions pionniers en bois étoile ne sont pas de très grande dimension, mais qu'ils ne voyaient vraiment pas pourquoi, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on devrait avoir des avions échelle 1, qu'on pouvait tout à fait se contenter de documentation et de maquettes. Vous imaginez à quel point nous avons respecté ces volontés, sachant que nous avons maintenant 400 aéronefs échelle 1 dans la collection, mais fort heureusement, le déménagement sur le site du Bourget a permis tout à fait de changer d'échelle. Alors, cet établissement est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Défense. Il est géré par un conseil d'administration et je salue la vice-présidente qui est parmi nous, Odile Chérel, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il a pour mission d'assurer la conservation, l'enrichissement des collections de l'État ainsi que la présentation au public du patrimoine historique et culturel national dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace. Donc,
Même s'il est sous l'égide du ministère de la Défense, des Armées, pardon, le musée conserve des matériels aéronautiques et spatiaux de toute nationalité en raison de leur valeur historique, scientifique et technique. Alors, je dois avouer que désormais, enfin depuis un certain nombre d'années, on se concentre surtout sur le matériel, j'allais dire, aéronautique et spatial français, puisque vous imaginez que vu l'ampleur de notre collection, il vaut mieux ne pas se disperser. Voilà, alors pour ne pas être trop longue, j'ai choisi quelques enjeux qui me paraissent majeurs pour le musée de l'Air et qui sont évidemment communs avec vous tous. Le premier, c'est d'abriter les collections. Enfin, quand je dis le premier, ce n'est pas forcément une priorité. Enfin, c'est une priorité, mais je veux dire, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Toutes ces missions sont absolument essentielles. Je vous ai montré quelques photos. Alors, une petite partie du bâtiment du site sur lequel sont les réserves à Dugny. Vous avez là plusieurs bâtiments, donc vous avez notamment des réserves différentes avec une réserve construite en 2008, la réserve dite en fait Charles de Gaulle. Ensuite, vous avez la réserve Jean-Paul Béchard 2017 qui est une réserve avec un système de climatisation. Alors, c'est la seule de tout le site de Dugny qui est climatisée, mais c'est là que nous avons un certain nombre de collections très sensibles, les uniformes, les documents graphiques, les avions en bois étoile les plus précieux, dont notamment le vieux Charles de Guimer, enfin vraiment des collections très précieuses qui méritent un climat très contrôlé. Nous avions entre-temps construit un hangar tampon qui abrite aussi un certain nombre des collections. Et puis, depuis 2023, nous avons, vous l'avez en bas à droite, enfin toutes les slides du bas, sont des éléments sur la réserve grand format, 3000 m², qui a été construite il y a quelques mois. Alors là, c'était au tout début de sa mise en service avec quelques avions qu'on était en train de rentrer, dont le célèbre et spectaculaire Constellation. C'est une réserve qui a une grande inertie thermique, donc elle répond vraiment aux enjeux de développement durable, puisqu'en fait, le chauffage, la dalle chauffante, on ne l'active que vraiment en période de gel, mais c'est un peu un principe de thermos, si vous voulez, qui fait qu'en fait, elle est naturellement isolée avec une double paroi, un couloir d'air qui est très isolant avec des matériaux spécifiques. Donc, pour avoir le climat souhaitable pour des avions métalliques, qui sont un petit peu moins sensibles que des avions bois étoile, il suffit pratiquement d'avoir ce bâtiment qui est un peu sous forme d'une thermos, immense thermos, vous me la recorderez, avec une porte de 40 mètres et 3000 m². Voilà, donc ça, ces enjeux de conservation sont extrêmement importants. Alors, dans la conservation, il y a aussi la restauration et la préservation. Alors, dans la préservation, on est de plus en plus sur les enjeux de conservation préventive, c'est-à-dire d'essayer de protéger les avions avant de les restaurer. Donc, il y a notamment tout un principe de nettoyage des avions grand format qui sont soit dans les halls, soit sur le tarmac du Bourget. Alors, quand je dis nettoyage, c'est nettoyage plus protection. Parce que nettoyage plus protection, ça permet au maximum d'essayer de protéger les peintures d'origine des aéronefs. Alors, malheureusement, nous avons quelques cas où ces peintures deviennent très abîmées. Je pense par exemple au DC-8, quelques avions au Bourget ou même au Transat R-18 où la peinture devient pulvérinante. Mais on essaye du coup de protéger au maximum les peintures pour essayer d'éviter de les restaurer. Puisqu'après, alors en bas, je vous ai mis un exemple très spectaculaire actuellement de la restauration de la caravelle présidentielle, donc utilisée du général de Gaulle à Valéry Giscard d'Estaing, qui a un double intérêt. D'une part, c'est tout à fait évidemment représentatif d'une caravelle avion majeur de l'aéronautique française, plus le double intérêt d'être une caravelle présidentielle. Donc ça, c'est un des gros chantiers qui nous occupe. Alors, je vais parler beaucoup de collections plutôt techniques parce que vous êtes plutôt dans ces domaines, mais je m'en voudrais de ne pas vous citer qu'il y a quand même 38 470 objets inscrits à l'inventaire avec évidemment 400 aéronefs, mais vous avez des moteurs, des hélices, du matériel d'aérostation, des uniformes, des jouets, des sculptures, des affiches, enfin c'est extrêmement varié. Donc vous voyez là par exemple une restauration de maquettes, ou alors en haut, c'est dans les bacs, c'est de la conservation préventive des fragments du P-38 de Saint-Exupéry que nous avons la chance d'avoir en dépôt au musée. Voilà, alors dans nos problématiques et enjeux absolument majeurs, c'est évidemment la conservation, notamment des alliages d'aluminium.
dont sont composés évidemment toute une série d'avions, notamment ceux qui sont sur le tarmac à l'extérieur du musée. Donc nous avons eu la chance d'être intégrés à un programme, une ANR, c'est-à-dire un programme de l'Agence nationale de la recherche sur justement la corrosion de l'aluminium. Alors on fait ce programme en lien avec le laboratoire de recherche des musées de France, l'Institut de soudure qui est un organisme tout à fait reconnu au plan national, et l'Institut Jean Lamour de l'Université de Lorraine qui travaille habituellement sur la corrosion de l'acier, en fait évidemment région sidérurgique majeure. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur un produit à base de carboxylate qui devrait pouvoir utilisable en aspersion, ce qui est très important pour nous parce que ça permettra de traiter à la fois les corps creux, très difficiles d'accès bien sûr, les réservoirs, etc., et puis de traiter les grands volumes, puisque vous imaginez que par exemple s'il fallait appliquer des traitements au pinceau sur, alors même, je ne sais pas, sur un mercure indice 8, je ne parle même pas évidemment de la 380, ça va sans dire, mais enfin même au-delà de la 380 qui est tout à fait hors norme, ça serait totalement impossible. Donc il faut absolument trouver des traitements efficaces et que l'on peut utiliser de manière raisonnablement aisée. Alors dans les problématiques aussi qui rejoignent sûrement des préoccupations de votre côté, je parle d'acquisition de dons, d'achat de dépôts. Alors, les achats, j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui parce qu'on fait, comme beaucoup de musées, des achats d'affiches, de sculptures, de médailles. Pour vous donner une idée, par exemple, on vient d'acquérir des médailles de Marie Zils il y a quelques jours, en vente aux enchères publiques. Mais là, je vais me concentrer surtout sur les dépôts qui sont consentis en fait par l'armée. Alors actuellement, 14 avions de l'armée de l'air, 6 avions et hélicoptères de la Marine nationale, 2 de la LAT. On a aussi des tenues, des équipements du musée des parachutistes et puis quelques dépôts, notamment de la DGA, par exemple un missile Exocet. Alors, c'est très important ces dépôts. Alors, pourquoi parfois il y a eu des transferts de propriété des avions, etc. et maintenant on est plutôt sur des dépôts. Au départ, c'était plutôt 10 ans, maintenant c'est parfois à durée limitée. C'est tout simplement parce qu'un certain nombre d'avions ou autres ont de l'amiante. Et vous savez que depuis 1996, il y a les fameux décrets dont on parle souvent entre nous sur l'amiante qui nous posent tous d'énormes problèmes puisque l'on ne peut plus faire de transfert de propriété. Voilà, alors dans les dons et acquisitions, là par exemple, l'armée nous a cédé, alors comme il n'y avait pas d'amiante, elle a pu faire nos cessions, par exemple, un drone Arfan. On essaye bien sûr de diversifier les collections. Vous savez à quel point on le voit bien, par exemple en Ukraine, les drones deviennent maintenant une problématique absolument majeure de la défense et de la défense et des conflits. Je vous ai mis sur le côté l'arrivée, c'est le jour d'arrivée par l'équipage du Transal Gabriel. Alors on a la chance parfois que c'est assez rare, mais que les collections, j'allais dire en l'occurrence un avion arrive en vol. C'était le cas du Transal Gabriel. Alors dans ces cas-là, ce qui se passe souvent, c'est que l'avion arrive, d'ailleurs, il était quelques semaines avant à la frontière polonaise en train d'opérer pour la guerre d'Ukraine, donc ça donne d'autant plus de valeur à cet avion. Vous voyez d'ailleurs qu'il est un peu abîmé, abîmé, il a des traces d'usage. Alors c'est l'occasion de vous dire que ce que l'on recherche au musée de l'air et de l'espace, c'est d'avoir vraiment l'avion dans son état final d'usage. Donc là, c'est absolument parfait. Il était quelques semaines avant encore en opération. C'est vraiment dans cet état que nous préférons l'avoir. Dans ce cadre-là, donc quand ils arrivent en vol, en général, bon, bien évidemment, le moteur, pour des questions de sécurité évidentes, doit avoir du potentiel, mais il arrive souvent qu'ils remplacent les moteurs. Par exemple, ça a été le cas pour le Transal Gabriel. Sur place, dans les ateliers du musée, ils ont fait un échange standard entre un moteur qui n'avait plus de potentiel, mais qui était bien sûr un moteur de Transal authentique, et ce moteur-là qui avait encore son potentiel. Bien évidemment, surtout dans le cadre d'un avion qui a servi à la guerre électronique, ils vont retirer les éléments les plus sensibles, les catennaires des dispositifs autres. Mais on a la chance que tout le reste, tous les baies, etc., et le Transal est vraiment complet par ailleurs. Et on a fait des témoignages des collègues de mémoire orale, puisque c'est évidemment absolument indispensable de faire ça. Et c'est très important quand on a des avions, j'allais dire, d'usage récent. Voilà, alors juste pour revenir une seconde par rapport au fait que les avions sont en vol, vous savez peut-être que les avions du musée de l'air n'ont plus du tout vocation à voler, maintenant, c'est pour ça bien sûr qu'on peut remplacer le moteur. Je le précise parce que jusqu'aux années 86, où il y a eu malheureusement un accident mortel
de Christian Bove avec un De Watine 520. Jusqu'en 86, le musée faisait parfois voler quelques avions, et puis vous imaginez que ce drame de 86 a mis totalement fin, j'allais dire, à toute velléité de faire voler les avions. J'y reviendrai, ou alors, avant d'oublier, je vous le précise, que nous, on souhaite avoir une vraie complémentarité avec des associations qui font voler des avions. Alors je pense soit à des répliques, par exemple, comme on peut en voir à la Ferté-Alais, soit des avions évidemment authentiques, comme il y en a encore énormément qui volent dans des meetings. C'est très intéressant pour nous de voir, y compris... Moi, je suis toujours très émue quand je vois des avions dont on a des exemplaires authentiques au musée, mais j'allais dire cloués au sol maintenant, qu'on peut voir voler, mais la plupart du temps, c'est des répliques ou des avions qui ont été évidemment très modifiés pour des questions de sécurité. Alors, dans les dons, les dépôts, je ne voulais pas oublier aussi toutes les collections, par exemple, de missiles ou toutes les collections d'instruments scientifiques, etc. Je pense, par exemple, à des collections du laboratoire de recherche balistique et aérodynamique de Vernon. C'est un cas parmi d'autres, mais pour vous montrer qu'il n'y a évidemment pas que des collections d'aéronefs. Voilà, alors une des possibilités d'acquisition, si on peut dire, qui est quand même assez originale au musée, vous savez tous évidemment que sur le site du musée, enfin l'aéroport du Bourget et le musée accueillent tous les 2 ans le Salon international de l'air et de l'espace, et c'est l'occasion pour nous d'enrichissement majeur, puisque là, par exemple, vous voyez, en 79 et en 95, le montage, par exemple, d'Ariane 5 et quelques années avant, en 79, on avait eu Ariane 1. En fait, souvent, pour les usages du salon, il y a des maquettes, par exemple. Alors, quand je parle de maquettes, elles font quand même 48 mètres et 53. Hein, donc, on s'entend évidemment sur le mot maquette. Voilà, c'est vraiment évidemment à échelle 1, mais maquette au sens où ce n'est pas des vrais lanceurs. Mais ça permet d'avoir, par exemple, 2 exemplaires, j'allais dire échelle 1, de 2 lanceurs absolument majeurs de l'histoire spatiale. J'ai oublié de vous préciser que depuis 1983, le musée de l'air est devenu musée de l'air et de l'espace. Donc ça, c'est vraiment une chance incroyable pour nous. Alors, une chance, mais aussi difficulté et responsabilité, puisque là, je vous ai montré, par exemple, des opérations de maintenance qui ont été faites sur Ariane 1 il y a quelques années. Vous imaginez quand il faut faire monter un échafaudage autoportant, puisque la maquette n'est pas assez résistante pour pouvoir avoir comme un bâtiment, par exemple, l'ancrage de l'échafaudage directement sur la maquette. Vous imaginez un peu la difficulté. Et vous voyez d'ailleurs, sur la partie droite, on n'avait fait que des retouches de peinture sur Ariane 5. Donc c'est une nacelle la plus haute d'Europe qu'il a fallu aller chercher pour faire des petites retouches en haut des 53 mètres. Donc ça vous montre un peu quelques difficultés, j'allais dire. Alors, le salon, c'est aussi l'occasion, j'ai mis là quelques exemples de pièces qui sont arrivées au moment du salon. Alors, ça peut être, par exemple, le Rafala, hein, où on a parlé tout à l'heure de la console Valerez, on pourrait parler aussi du Mirage Cristal, par exemple, ou du fameux Zatar volant. Et puis, par exemple, la combinaison Sokol a été déposée au musée à l'occasion du salon, la combinaison utilisée par Jean-Marc Chrétien. Donc, c'est une source d'enrichissement majeur. Et alors, le salon, c'est aussi pour nous l'occasion de repérer en fait des collections intéressantes. Par exemple, au salon de 2023, nous avions repéré sur le stand qui s'appelait le laboratoire en fait du futur du GIFAS, cette maquette assez étonnante d'avion zéro émission d'Airbus. Donc on la présente comme ce qu'elle est, c'est-à-dire vraiment un objet de démonstration d'Airbus. Alors l'idée n'est pas de prendre parti sur le fait que le projet va se faire, quand il va se faire ou autre, mais juste de dire Airbus a présenté au 2023 dans ses projets futurs ce type de maquette. Donc on le présente vraiment là délibérément exactement comme ça a été présenté au musée, comme un objet, parce qu'il y a toujours évidemment le débat, est-ce que c'est un objet de promotion, est-ce que... voilà, mais là, le fait qu'il ait été présenté à un salon est en soi historique. Alors évidemment, ça étonne toujours le public. On l'a montré par exemple dans Expo Flight, parce que vous voyez à quel point cette maquette a une forme, enfin cet avion a une forme extrêmement particulière. Voilà, dans le musée, on a aussi, alors en dehors même du salon, quelques types d'objets, par exemple une maquette de la navette Hermès. On a des projets, tous les objets, maquettes, échelle 1 ou autres que l'on a ne sont pas forcément sur des projets qui ont été réalisés.
Là, par exemple, on a une très belle maquette, mais historique, j'allais dire, qui a été faite, pas du tout pour le musée, mais pour les besoins du CNES, etc., de la maquette Hermès. Là, je vous l'ai montré dans le cadre d'une présentation au salon, mais bien, c'est bien la grande maquette que vous voyez, où on a rentré dans les collections, alors plutôt ce qu'on appelle les collections d'études ou annexes, la maquette du Space Plane. Il y a quelques années, c'est un projet de ADS Astrium, on va dire pour le tourisme spatial. Pourquoi on ne l'avait pas mis dans la collection Musée de France? Parce qu'on craignait qu'avec le type de matériaux composants de la maquette, il y ait quelques difficultés pour la conserver sur la durée. Parce que c'est l'occasion pour moi, je ne crois pas que Florence l'ait dit, qu'une des grandes spécificités des collections Musée de France, c'est qu'un objet qui rentre dans la collection devient, en fait, c'est à la fois inaliénable, imprescriptible, incessible. Donc, en clair, ça veut dire que l'objet ne peut plus jamais être vendu, qu'en aucun cas, il peut, en gros, alors, à quelques exceptions près sur lesquelles j'évoquerai juste 2-3 mots pour les avions, mais normalement, il ne sort jamais d'une collection, de la collection du musée, et c'est le cas de 99,9% des collections Musée de France. Il y a justement quelques exceptions que je vous expliquerai par rapport à nos collections de grand format. Mais du coup, c'est très, très protecteur. Et c'est bien parce que, comme tu disais, Florence, on échappe un peu au côté lucratif. Et par exemple, quand on conserve 2 Concorde, y compris un tronçon de Concorde, je ne vous cache pas qu'on a assez régulièrement des propositions d'acquisition de notre tronçon de Concorde pour des sommes relativement conséquentes. Mais il n'est pas à vendre. Voilà, donc là, je voulais aussi vous montrer qu'on a dans nos collections des objets qui proviennent d'initiatives individuelles. Alors, j'aurais pu vous montrer, par exemple, le don il y a quelques temps, vous savez, du fameux ULM de Franceschi, de Patrice Franceschi, qui a fait le tour du monde. Là, il y a des choses assez étonnantes. Par exemple, l'hélicoptère solution électrique, solution F. Alors, c'est intéressant d'avoir des protos, hein. Vous avez, là, regardez ce drôle d'avion à hydrogène Airbus HL2. Alors, il n'y a pas eu de développement, mais c'est intéressant de montrer que les projets d'hydrogène remontent à un certain temps, puisque ce qui est important, c'est de montrer que tous les projets ne vont pas aboutir. Ce n'est pas le cas, évidemment, de Solar Impulse, qui est juste à côté. Alors ça, l'avion à hydrogène ou Solar Impulse, seront présentés dans l'évocation de l'avion du futur, des recherches, évidemment, puisqu'il y a toute la problématique développement durable qu'évoquait Florence, et c'est important dans un musée comme nous aussi d'évoquer les débats de société par rapport à l'aviation. Voilà, alors un point très important, donc je vous ai parlé de tous les aéronefs. Alors on a un certain nombre de dépôts dans différentes structures. Alors il y a d'abord des cas comme les musées de France. Les 2 premières photos, ce sont des dépôts en avion et d'objets, de moteurs, nacelles, hélices, etc. C'est au musée de Meaux par exemple. Alors là c'est un musée évidemment sur la Grande Guerre, mais avec quelques objets aéronautiques. On a aussi un avion à Utah Beach, par exemple, pour lequel il y a tout un hangar quasiment qui a été construit exprès pour lui. Des dépôts au musée de l'armée, par exemple, des dépôts de moteurs. Alexandre pourrait vous en parler si besoin. Et puis, par exemple, là je vous ai montré un avion qui est un dépôt à Toulouse. Alors, ces dépôts sont vraiment importants. Ce sont donc des objets qui appartiennent au musée de l'air et de l'espace. 225 sont déposés auprès de 40 associations, et de mémoire, il y a 42 avions, je crois, déposés. Alors, ça, c'est très important parce que nous ne pouvons pas exposer tous les avions, bien évidemment. On n'a pas la place, il y en a 120 exposés déjà sur le site du Bourget entre l'extérieur et l'intérieur. On ne peut pas tout présenter. On a vocation, comme vous l'avez compris, à les conserver. Je vais faire 1 ou 2 exceptions, mais les conserver. Et du coup, le fait d'en avoir en dépôt fait que... Alors, dans certains cas, c'est dans un musée traditionnel, j'allais dire, c'est entretenu, exposé comme un musée, c'est-à-dire le musée fait que quelques dépoussiérages de nettoyage presque esthétiques. Mais dans d'autres cas, il y a un petit peu plus, comme ils sont à l'extérieur, au même titre que nous sur le tarmac, ça demande un petit peu plus d'entretien. Donc depuis quelques années, on a beaucoup réfléchi avec vous, et notamment au comité interne et avec notre tutelle, la DMCA, pour réfléchir comment on pouvait adapter un petit peu les contraintes d'un musée de France. Parce que normalement, on ne vous l'a pas encore signalé, je vous ai parlé tout à l'heure du statut très protecteur.
deux clauses importantes d'un musée de France, le récollement décennal de toutes les collections obligatoires, ce qui est quand même très contraignant, mais ce qui est peut-être encore plus contraignant pour nous, c'est que normalement un objet qui est dans un musée de France ne peut être touché que par un restaurateur agréé musée de France. Inutile de dire qu'en matière aéronautique, ça existe extrêmement peu. On a la chance d'avoir 2 restaurateurs agréés musée de France au musée de l'air et de l'espace. Un qui vient d'Allemagne, qui a fait des études dans les musées techniques, alors pas aéronautiques, mais qui connaît très bien les matériaux et la problématique des musées techniques. Et puis Arnaud Mars, qui est quelqu'un qui était plutôt chaudronnier à l'époque, à la base, mais qui a une énorme connaissance en matière aéronautique, notamment parce que il travaille beaucoup depuis des années avec Memorial Flight, vous savez, une des associations qui collabore avec la Ferté-Alais, et il a une immense connaissance de l'aéronautique, et du coup, il a pu devenir restaurateur du patrimoine en VAE. Alors, comment on fait pour... on a 2 mécaniciens au musée, on a un métallier, 2 restaurateurs, 400 avions. Bon, vous voyez que c'est un peu inégal. Donc, de ce fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que les restaurateurs donnent un peu des consignes, des cahiers des charges, en lien bien sûr avec les chargés de collection, avions, moteurs, etc. Et après, parfois, on a l'aide, par exemple, d'associations comme au Bourget, IT Mercure, les ailes anciennes du Bourget ou Memorial Flight. Et puis, on a des collaborations avec certains d'entre vous. Je pense, par exemple, à Montélimar. Enfin, je ne vais pas les citer parce que je vais faire des déçus, mais nous avons toute une série de collaborations avec certains d'entre vous. Donc, vous voyez qu'on essaye de s'adapter pour rester dans les grands principes légaux auxquels on est soumis du Code du patrimoine, mais trouver des solutions, j'allais dire, pragmatiques, parce que si on reste tout à fait dans les clous stricts du Code du patrimoine, en fait, on ne pourra absolument rien faire, et c'est évidemment pas dans l'intérêt du patrimoine aéronautique, ni du musée de l'air et de l'espace, ni du patrimoine en général. Voilà. Ah, bon, vous avez mon titre maintenant, ça tombe bien. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire notamment, alors, par rapport à la question des provenances dont parlait Florence, alors, nous, ça nous touche d'une manière générale beaucoup moins que les musées d'archéologie ou autres pour lesquels il y a des trafics considérables, notamment avec toutes les zones de conflit. Ceci dit, on a quand même quelques petites particularités parce que certains cas d'avions, et on est en train d'en traiter, j'ai un cas très concret qu'on traite ces jours-ci, d'avions par exemple qui ont été parfois abandonnés sur lequel, donc l'avion parfois a disparu lui-même, mais il y a quelques pièces qui ont été récupérées, où je pense aussi à plusieurs cas qu'on s'est posé en comité d'acquisition interne, c'est quand par exemple des gens viennent nous amener des éléments d'épave d'avion suite à des accidents ou autres, qui ont été retrouvés, par exemple j'ai des cas très précis en forêt, au-delà du fait que, bon, est-ce que c'est intéressant d'avoir des morceaux j'allais dire d'avions accidentés, mais à qui appartient l'avion? Est-ce qu'il appartient encore au propriétaire, j'allais dire, d'origine de l'avion? Est-ce que, je ne sais pas du tout dans quelle mesure, est-ce que le BEA, par exemple, a la moindre prérogative là-dessus? En tout cas, ce n'était pas très clair pour nous, si jamais quelqu'un a la réponse. Et voilà, en tout cas, dans tous les cas de figure, c'est vraiment l'authenticité qui est absolument majeure pour nous. Dans les acquisitions, j'aurais pu vous parler aussi, bien sûr, de récupération qu'on fait, j'allais dire, très régulièrement. Là, par exemple, on est sur un gros projet de récupération des matériels d'essai d'Ariane 5. Alors, ça implique des choix, parce que vous avez vu qu'on a, on a plusieurs réserves, notamment la réserve de 3000 m², mais à l'échelle des collections du musée de l'air et de l'espace actuel et de la prospective, ça reste quand même tout petit, on est très loin de pouvoir abriter tout, donc on est obligé d'être très sélectif, mais par exemple on a jugé collectivement que du matériel d'essai d'Ariane 5, qui est sans doute dans les derniers matériels d'essai, parce que maintenant on est beaucoup plus dans des essais, j'allais dire virtuels, ça nous semblait quand même tout à fait intéressant. Voilà, alors on parlait tout à l'heure de mobilité, donc peut-être en conclusion, si je voulais vraiment insister sur un point, c'était la complémentarité extrême que l'on souhaite avoir avec vous tous, au sens où nous, on a à la fois une responsabilité en tant que musée national sur un certain nombre de patrimoines, mais vous êtes aussi, vous, des fins connaisseurs de l'histoire de l'aéronautique, vous avez beaucoup de patrimoine, vous le préservez, vous avez beaucoup de savoir-faire, on échange beaucoup avec les uns et les autres. Et du coup, c'est très important qu'on reste en lien étroit et qu'on puisse échanger avec vous. Alors, je pense aussi à des projets comme de l'indexation collaborative que Valérie Joyot et son équipe sont en train
de développer dans le cadre de l'immédiathèque. Donc il y a vraiment beaucoup de collaborations à avoir avec, j'allais dire, un respect de complémentarité. Alors les musées, en fait, nous on est le seul musée aéronautique totalement dédié, j'allais dire, à l'aéronautique, enfin musée national totalement dédié à l'aéronautique. Mais il y a aussi, bon, Rosane est là aujourd'hui, s'occupe des collections de transport au musée des Arts et Métiers. Il y a aussi, par exemple, le musée des Arts et Métiers qui a évidemment des collections assez sublimes en matière d'aéronautique, l'avion 3 d'Adair, le Blériot de la traversée de la Manche ou autre. Mais comme c'est un musée pluridisciplinaire, bien évidemment, l'aéronautique, c'est une petite partie. Voilà. Donc on a vraiment chacun, entre des musées un peu de prototypes majeurs, des musées associatifs, des musées de France qui ont quelques collections aéronautiques, j'allais dire, par exemple, dans une collection sur la Première Guerre mondiale, même des associations comme la Ferté-Alais, Jean-Baptiste Salis, qui font revoler des répliques. Je pense qu'on a, et évidemment le MH, que tu as cité, Paul, on a vraiment tous notre rôle à jouer à des niveaux différents, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on travaille ensemble et qu'on soit complémentaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-Laure. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors je vois il y a plusieurs mains qui se lèvent, les micros arrivent. Bonjour, Didier Patagne, je représente la Fédération française de planeurs. Si à l'occasion vous organisez des expositions à thème ponctuelles, est-ce que vous pouvez accueillir des planeurs de collection qui sont même en état de vol au musée d'Air? Allô? Bon. Ponctuellement, bien sûr, oui. On a un projet d'ailleurs de hall sur l'aviation civile, commerciale, légère et sportive. Voilà, alors, bon, au niveau des budgets, vous savez que la situation n'est pas des plus simples, donc peut-être qu'il y aura un petit décalage dans le temps, mais en tout cas, c'est tout à fait pris en compte. Et de manière ponctuelle, on peut imaginer. Alors, évidemment, on a plus de place à l'extérieur, hein, comme vous l'avez compris sur le tarmac. Je crois d'ailleurs qu'on est sollicité en 2028, je crois, pour le championnat du monde de planeurs, si j'ai voilà, je ne sais pas si c'est vous qui nous avez sollicité ou quelqu'un de... Mais en tout cas, on peut tout à fait imaginer, notamment sur le tarmac, parce qu'à l'intérieur, vu la taille d'un planeur, ça sera nettement plus compliqué. Mais sur le principe, bien sûr, notamment à l'extérieur, ponctuellement pour les fonds, c'est tout à fait envisageable. Oui, deux questions qui s'adressent à la fois à l'ICOM et au MAE. Est-ce que l'ICOM, le MAE, a les moyens de préempter l'achat d'une œuvre d'art, par exemple, pour éviter qu'elle ne tombe entre des mains peu claires, par un étranger, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de préemption quand il y a une vente qui est pressentie? Et deuxièmement, une question, ces musées s'occupent des biens meubles, des objets. Mais quid quand on a un bien immeuble, un monument ou un lieu de mémoire, est-ce que là il y a une action aussi de préservation qui peut s'envisager? C'est une réponse à plusieurs mains. Peut-être Florence va répondre pour l'ICOM, après Marie-Laure pour le... Voilà. Bon, là, l'ICOM ne préempte pas, ça n'est pas du tout sa vocation. Ce sont les établissements, les musées qui préemptent. Et qui préemptent en fonction de la complémentarité avec les collections qu'elles conservent, ou qu'ils conservent plutôt ces musées. Voilà, donc nous n'avons pas, nous, ICOM France, nous n'avons pas du tout ce rôle-là, nous ne jouons pas ce rôle-là. Et la deuxième question, monument historique, enfin le bâtiment, les musées, ce sont bien sûr des collections, c'est aussi un bâtiment. Bien sûr que l'on préserve le bâtiment, bien sûr que l'on mène des travaux sur le bâtiment pour le restaurer, le préserver, l'aménager. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question quand je vous dis ça. Peut-être Marie-Laure sur les acquisitions, et j'ai un mot sur les bâtiments. Voilà. Alors, nous au musée, on peut
Bon, l'idée, c'est de ne pas l'utiliser trop souvent parce que le service des musées de France considère à juste titre que c'est une façon un peu, comment dire, souvent la préemption. Alors, je vous explique juste en 2 mots. Dans une vente aux enchères, par exemple, ce qui se passe, c'est qu'on laisse se dérouler la vente, j'allais dire normalement. On doit définir avant un seuil de préemption en disant, par exemple, cet objet, voilà, on va le présenter jusqu'à 10 000 €. On est obligé de déclarer, nous, musée, exactement la somme plafond jusqu'où on peut aller. Et tant que la somme plafond n'est pas atteinte, si par exemple l'objet est adjugé, mettons 9 000 €, au moment où le commissaire-priseur tape avec son marteau dit c'est adjugé, on dit on préempte au nom de l'État, etc. Du coup, ça biaise un tout petit peu le marché, puisque ça veut dire qu'au lieu, nous, d'enchérir un MAE, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il ne faut absolument pas se manifester avant, c'est-à-dire qu'on ne participe pas aux enchères. Donc s'il n'y a qu'un enchérisseur et nous, le commissaire-priseur peut considérer que c'est un tout petit peu fausser les enchères, parce qu'on sait, c'est-à-dire on ne participe pas à l'enchère. Donc en général, l'État ne souhaite pas que ce soit systématisé, mais on le fait dans certains cas. Alors par exemple, on l'a fait, nous, très clairement, au musée de l'espace pour une sculpture de pigeon de Bartholdi qui était un des éléments, une réplique en fait, enfin un des moulages, on va dire, des fameux pigeons qui étaient au pied du bâtiment des aéronautes. Bon, on s'est dit, Bartholdi, c'est quand même un très grand sculpteur, la Statue de la Liberté. On s'est dit peut-être que ça va monter très haut, donc on a demandé de la préemption. On peut le faire, mais c'est vrai que... Alors, par contre, ce qu'il y a possibilité, c'est les arrêts en douane ou autres de l'État, enfin, l'interdiction de sortie du territoire. Là où ce qu'il faut juste savoir, c'est que dans ces cas-là, l'État les musées et l'État ont 6 mois, je crois, 3 ans pour acquérir l'œuvre au prix déclaré par le vendeur, entre guillemets. Donc, c'est pas une procédure à utiliser, enfin, je veux dire, voilà. Mais dans certains cas, ça peut tout à fait utile. J'ajouterais que pour la préemption, le service des musées de France donne son accord. C'est vraiment très important. On constitue un dossier et on ne peut préempter qu'avec l'accord du service des musées de France. Et souvent pour un bien qui est un peu exceptionnel en tout cas. Voilà, et alors le dernier point sur les lieux et les bâtiments, là on est plutôt du ressort des monuments historiques. Alors je dirais qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà d'identifier. Je prends un exemple assez simple, les phares aéronautiques. Alors ils ne sont pas là dans la salle, mais il y a une association, donc la mémoire de Bordeaux Contrôle, qui a adressé un inventaire des phares aéronautiques. Donc ça a déjà permis d'identifier ces objets. Et après, les bases de données nationales, elles servent à ça, c'est-à-dire à les localiser, les répertorier, avoir les photos, etc. Au cas où ça serait détruit. Dans un second temps, les propriétaires peuvent proposer à la protection au titre des monuments historiques, entendu que une protection, c'est pas une baguette magique, c'est pas ça qui va faire que le bâtiment ne va pas se détruire, mais en tout cas, ça donne un cadre réglementaire dans lequel on oblige ou on empêche la destruction du bien, de l'immeuble, on va dire. Et après, il y a un autre biais peut-être pour faire rentrer l'architecture dans les collections d'un musée, c'est peut-être les maquettes. Là-dessus, par exemple, le musée de l'air et de l'espace conserve un certain nombre de maquettes. Je pense notamment le hall de la navigation aérienne. La DGAC, alors c'est pas encore défini juridiquement, mais on va dire, va céder la maquette de la tour de contrôle de l'aéroport du Bourget. Voilà. Donc c'est une façon de faire rentrer de l'architecture dans un musée. Entendu que, ça c'est un des grands drames qu'on a en France, c'est qu'on a trop de patrimoine par rapport au subside public. Donc c'est compliqué, on ne peut pas tout protéger. Voilà. C'est aussi un peu ça la vie, c'est-à-dire que le temps passe, il y a des choses qui sont détruites. Donc c'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant dans la question des bases de données, parce que ça permet de conserver peut-être des choses qui vont disparaître. Je voudrais ajouter, puisqu'on a parlé de réseau avec ICOM, qu'il existe un réseau qui fédère les responsables de monuments historiques qui s'appelle ICOMOS, ICOMOS. Merci Florence, tu me fais un teasing par rapport à l'année prochaine, puisque je comptais les inviter. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Philippe Vanguière, d'Héritage. Une petite question simple. L'indexation, c'est un grand sujet. Et je n'ai pas eu le temps de noter le nom de la personne de MAE qui travaille sur ce sujet. Alors, elle est dans la salle. C'est Valérie Joyot qui est là-bas, donc on peut vous la présenter tout à l'heure. Merci. Bonjour, une question, Florence Lecor, pour les conditions d'adhésion d'un musée à l'ICOM. J'ai cru comprendre qu'il fallait que le musée ait une collection. Quid d'un musée dont la seule collection est son patrimoine immobilier, toute autre collection étant immatérielle, c'est-à-dire l'histoire du site et tout ce qu'on peut dire autour. Et s'il y a des objets de collection, le musée n'en est pas propriétaire. Ce sont des objets en dépôt. Est-ce que ces conditions-là font de ce musée qu'il soit éligible à rejoindre l'ICOM? S'il y a des objets en dépôt, des collections, si vous travaillez sur ces collections de la manière réglementaire, qui est à la fois juridiquement obligatoire, tel que le Code du patrimoine l'explicite, mais ça concerne la France uniquement, mais nous sommes en France, pourquoi pas, pourquoi pas, il faut un inventaire, il faut, comme le disait Marie-Laure tout à l'heure, obligation de récollement, nécessité de conserver dans des conditions particulières, accueillir des publics, ça c'est vraiment très important, accueillir des publics, mener des opérations de médiation. Voilà, tous les dossiers sont examinés de toute façon. Comme je le disais tout à l'heure, on vous répond en justifiant, si toutefois vous n'êtes pas accepté, ce qu'il conviendrait de faire pour pouvoir adhérer à l'ICOM. Alors pour compléter la question de Philippe, peut-être, est-ce que le fait que le musée soit doté d'un projet scientifique et culturel, donc un PSC, est une condition déterminante pour adhérer à l'ICOM? Oui, j'ai dit Marie-Laure, mais c'est Florence, ok, je pensais, excusez-moi. Oui, il faut effectivement que le musée ait un projet scientifique et culturel qui est un outil réglementaire là aussi, qui permet de définir ce qu'est le musée, quelles sont ses collections, quels sont les objectifs, les projets que mène le musée sur l'ensemble des actions qu'il doit mener, toujours encore une fois en direction des publics, parce que ça c'est très important. Oui, c'est un des éléments que l'on demande de fournir lorsque l'on examine une candidature. Alors ce projet peut être plus ou moins développé parce qu'on sait que certains musées n'ont pas les moyens de mener un projet très détaillé, mais il faut montrer en fait qu'on a qu'un musée, ça n'est pas seulement aligner des collections, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais peut-être vous proposer une petite pause, reprendre un petit café. On reprend les travaux dans, j'avais mis 11h30, voilà. Donc comme ça.